Un chien aboyait sans cesse dans une grotte, jusqu'à ce que son maître y entre et soit saisi d'effroi. À l'intérieur, les aboiements désespérés d'un chien résonnaient à travers la forêt brumeuse, leur urgence perçant le silence matinal. Léo, un rescapé au pelage doré avec des yeux qui en avaient entrevu, n'arrêtait pas d'appeler son maître. Pierre Dubois, un ancien détective aux yeux assombris par les ombres, reconnut cet aboiement. Ce n'était pas celui, joyeux, de leur promenade matinale, ni celui, menaçant, de leur jour plus sombre. C'était différent, un appel chargé de poids, de détermination et peut-être d'une chance de rédemption. Alors qu'ils se tenaient devant l'entrée de la grotte couverte de mousse, ni l'homme, ni le chien ne savaient que leur vie allait changer à jamais. Chers amis, avant de plonger dans cette histoire captivante, imaginez-vous un instant dans cette forêt mystérieuse. D'où nous rejoignez-vous aujourd'hui? Partagez-le en commentaire et donnez un petit cœur si cette aventure vous intrigue. Pierre Dubois n'avait pas toujours été cette silhouette solitaire qui arpentait les confins de Boisvert, avec pour seule compagnie un chien sauvé. Il y a 5 ans, il était le détective Dubois, une étoile montante du commissariat local, avec un dossier irréprochable et une réputation d'intégrité. C'était avant qu'il ne tombe sur des registres financiers impliquant plusieurs officiers haut placés dans un vaste réseau de corruption lié à des contrats de construction locaux et à l'argent du trafic de drogue. Lorsqu'il présenta ses découvertes aux affaires internes, Pierre croyait en ce système qu'il avait juré de protéger. Au lieu de cela, ce système se retourna contre lui. Les preuves disparurent, les témoins modifièrent leurs témoignages, et soudain, Pierre se retrouva accusé d'avoir fabriqué des allégations et manipulé des preuves. Ses collègues, autrefois frères d'armes, lui tournèrent le dos. Même son partenaire de 8 ans, Julien Lefebvre, témoigna contre lui. L'enquête qui suivit détruisit tout ce qu'il avait construit. Son insigne, sa réputation, son mariage. Tout s'effondra sous le poids de preuves fabriquées et de mensonges calculés. Les papiers du divorce arrivèrent le même jour que sa lettre de licenciement. Claire, sa femme depuis 12 ans, ne supporta pas la honte publique et le harcèlement constant. Elle déménagea à Lyon avec leur fils adolescent, Lucas, qui répondait désormais à peine à ses messages. Les médias locaux le dépeignirent comme une honte pour l'uniforme, un officier aigri qui avait tenté de salir des policiers honnêtes avec de fausses accusations. Le titre du Boisvert Écho le hantait encore. Un flic corrompu attaque l'intégrité du département. Seule une journaliste, Sophie Martin, sembla douter de la version officielle, mais elle fut rapidement réaffectée à la couverture des réunions du conseil scolaire local. Le seul rayon de lumière apparut 6 mois après son renvoi. Lors de ses jours les plus sombres, en passant devant le refuge local, il entendit des aboiements désespérés. À l'intérieur, il trouva Léo, un bâtard au pelage doré, avec des yeux intelligents et une tache blanche distinctive sur la poitrine. L'employé du refuge expliqua que Léo avait été abandonné, attaché à leur porte une nuit de pluie. Quelque chose dans l'esprit résilient du chien toucha l'âme brisée de Pierre. Ce jour-là, 2 parias se trouvèrent. Désormais, il vivait dans le vieux chalet de son grand-père à la périphérie de la ville, subsistant grâce à sa pension et à des travaux occasionnels d'enquête privée, principalement des affaires d'adultère et de fraudes à l'assurance. Les habitants murmuraient lorsqu'il entrait dans l'épicerie, et les mères éloignaient leurs enfants quand il passait dans la rue. Ses seuls amis étaient Léo et le vieux Jacques, le bibliothécaire local qui avait toujours douté de la version officielle. Pierre passait ses soirées à revoir ses anciens dossiers, cherchant les liens qu'il savait exister, mais qu'il ne pouvait prouver. La corruption allait bien au-delà des contrats de construction, il en était certain. Mais chaque piste se refroidissait, chaque témoin potentiel disparaissait ou changeait d'histoire. Quelqu'un de puissant tirait les ficelles, s'assurant que Pierre Dubois ne serait plus jamais cru. Parfois, dans le silence des heures précédant l'aube, quand la tête de Léo reposait sur ses genoux et que le poids de l'isolement devenait insupportable, Pierre se demandait s'il aurait dû se taire, jouer le jeu comme les autres. Mais alors, il se souvenait des victimes de cette corruption.
Les familles déchirées par la drogue. Les petites entreprises écrasées par des contrats truqués. Les vies détruites par des flics véreux qui avaient oublié leur serment de protéger et de servir. Dans ces moments, il savait qu'il referait le même choix, même en connaissant le prix. Car malgré tout ce qu'on lui avait pris, on ne pouvait lui voler son intégrité. Et d'une manière ou d'une autre, un jour, il trouverait un moyen de révéler la vérité. Jusque-là, il avait Léo, ses promenades matinales, et la dignité tranquille d'un homme qui avait choisi de rester seul, plutôt que de rejoindre la majorité corrompue. Ce qu'il ignorait, c'est que le destin avait prévu de tester sa détermination une fois de plus, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Si l'histoire de Pierre et Léo vous touche déjà, n'hésitez pas à laisser un petit cœur en commentaire. Dans la petite ville de Boisvert, chaque jour suivait un schéma familier pour Pierre Dubois et son fidèle compagnon, Léo. Ils se réveillaient avant le lever du soleil, lorsque la brume matinale s'accrochait encore aux pins entourant leur chalet. Leurs promenades quotidiennes devinrent un rituel de guérison, une façon d'affronter une nouvelle journée dans une communauté qui les avait marqués comme des parias. Le scandale de corruption qui avait mis fin à la carrière de Pierre dans la police projetait encore de longues ombres sur la ville. Le chef Moreau, qui avait mené la charge contre Pierre, avait été promu commissaire départemental. L'inspecteur Lefebvre, l'ancien partenaire et traître de Pierre, occupait désormais son ancien poste. Les projets de construction qui avaient déclenché l'enquête de Pierre se poursuivaient sans relâche, avec des accidents mystérieux frappant tout entrepreneur qui osait questionner le processus d'appel d'offres. Les commerces locaux apprirent à détourner le regard lorsque des colis non marqués changèrent de main derrière le dîner de Boisvert. La crise des opioïdes, autrefois limitée aux grandes villes, touchait désormais chaque quartier. Pourtant, le commissariat rapportait des statistiques de criminalité liées à la drogue incroyablement basses. Les parents murmuraient au sujet des adolescents disparus et des overdoses, mais les rapports officiels citaient toujours des causes naturelles ou des accidents. Sophie Martin, la journaliste qui avait remis en question le licenciement de Pierre, travaillait désormais pour un petit journal à 3 départements de là. Son remplaçant à l'Écho de Boisvert reproduisait fidèlement les communiqués de presse du commissariat sans poser de questions. Les rares officiers qui avaient exprimé des doutes à Pierre en privé avaient tous été mutés ou avaient pris leur retraite, remplacés par des officiers loyaux au nouveau régime. Dans cette atmosphère de silence prudent et de visages détournés, Pierre et Léo se taillèrent leur propre existence discrète. Ils se forgèrent une réputation auprès des désespérés, ceux qui ne pouvaient s'adresser à la police. Une femme battue cherchant à disparaître, un petit commerçant extorqué pour de l'argent de protection, un parent à la recherche d'un enfant disparu, ils trouvaient le chemin de la porte de Pierre par des recommandations chuchotées. Il aidait quand il le pouvait, tenant des registres détaillés de tout ce qu'il découvrait. Les preuves s'accumulaient, pièce par pièce, mais il lui fallait quelque chose de concret, d'incontestable, le genre de preuve que même ses ennemis ne pourraient enterrer ou discréditer. Le vieux Jacques, à la bibliothèque, l'aidait à fouiller dans les registres immobiliers et les archives des journaux, cherchant des motifs dans la corruption qui avait infecté leur ville comme un cancer à croissance lente. Léo était devenu bien plus qu'un compagnon dans cette lutte quotidienne. Les instincts du chien s'étaient révélés précieux lors des enquêtes, sa présence réconfortante pour les victimes traumatisées, sa nature protectrice un rempart contre ceux qui pourraient te vouloir du mal à Pierre. Plus d'une fois, le grognement d'avertissement de Léo avait alerté Pierre de voitures de surveillance garées devant leur chalet ou de silhouettes suspectes les suivant lors de leur promenade. L'isolement pesait sur Pierre. Son fils, Lucas, maintenant lycéen à Lyon, lui manquait. Il croyait encore aux mensonges sur son père. Claire lui manquait, bien que leur mariage ait déjà vacillé avant le scandale. Plus que tout, la foi en la justice, en ce système qu'il avait juré de défendre, lui manquait. Mais chaque matin, en regardant Léo explorer les sentiers forestiers avec un enthousiasme intact, Pierre trouvait la force de continuer. La joie simple du chien dans la vie, sa loyauté inébranlable, lui rappelait que la bonté existait encore dans ce monde,
même après tout ce qui s'était passé. La confiance de Léo en lui ne faiblissait jamais. Ce que Pierre ignorait, en partant pour leur promenade matinale ce jour fatidique, c'est que leur routine tranquille allait voler en éclats. La corruption qu'il avait passé des années à tenter de dévoiler allait croiser leur chemin d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu prévoir. Et les instincts de Léo allaient les mener tous deux dans une obscurité plus profonde que n'importe quelle grotte. Et peut-être, enfin, vers la lumière de la vérité. Vous sentez l'émotion monter? Dites-le nous en commentaire. Et ajoutez un cœur si Léo vous inspire. Le matin avait commencé comme tous les autres, avec Pierre et Léo suivant leur sentier habituel à travers la forêt de pins. L'air automnal était vif, portant l'odeur des feuilles mortes et de l'hiver approchant. Mais quelque chose semblait différent, une tension qui dressait les poils sur la nuque de Pierre, reflétant la posture soudain alerte de Léo. Tout commença par un changement dans le comportement de Léo. Le chien, habituellement satisfait de trottiner devant et d'explorer, se figea soudain. Ses oreilles frémirent, son museau s'activa frénétiquement, son pelage doré se hérissant le long de son échine. En 5 ans ensemble, Pierre ne l'avait jamais vu aussi concentré, aussi intense. Ce n'était pas sa réaction habituelle aux animaux sauvages ou aux randonneurs. C'était autre chose, totalement différent. Le changement fut instantané et dramatique. L'attitude joueuse de Léo disparut, remplacée par une intensité qui imposait l'attention. Il se tenait raide, les yeux fixés sur quelque chose au-delà de la ligne des arbres. Sa nature douce, transformée en une vigilance alerte. Lorsqu'il se mit à aboyer, ce n'était pas son aboiement excité habituel face aux écureuils, ou son aboiement d'avertissement face aux étrangers. C'était différent, urgent, insistant, presque suppliant. Pierre avait appris à faire confiance aux instincts de Léo. Le chien avait prouvé sa valeur à maintes reprises lors de leurs enquêtes privées, détectant le danger avant qu'il ne devienne visible, guidant Pierre vers des preuves cruciales. Mais là, c'était différent. L'urgence dans les aboiements de Léo portait un poids qu'il n'avait jamais entendu auparavant. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand » demanda Pierre, scrutant la forêt. La brume matinale s'accrochait encore au sol, tourbillonnant autour de leurs pieds comme des doigts fantomatiques. À travers les arbres, ils distinguaient l'affleurement rocheux qui marquait la limite de leur itinéraire habituel. L'attention de Léo était fixée sur quelque chose au-delà. Quand Léo s'élança soudain hors du sentier, Pierre n'hésita pas à le suivre. Le chien avançait avec détermination, slalomant entre les arbres et escaladant des troncs tombés. Des années d'entraînement policier se réveillèrent en Pierre, alors qu'il suivait leur trajet, notant les repères et écoutant tout son inhabituel au-delà des aboiements pressants de Léo. Le terrain devint plus difficile à mesure qu'il s'enfonçait dans la forêt. Le sentier bien entretenu céda la place à une nature sauvage indomptée, le sol devenant traître avec des racines cachées et des roches instables. Les bottes de Pierre glissaient sur les feuilles mouillées, mais il maintenait le rythme avec Léo, poussé par la même urgence inexplicable qui semblait posséder son compagnon. Enfin, Léo s'arrêta au pied d'une colline escarpée. La brume matinale s'était suffisamment dissipée pour que Pierre voie ce qui les avait attirés ici. Une entrée de grotte, à moitié dissimulée par des vignes pendantes et de la mousse. L'ouverture était naturelle, mais semblait inquiétante. Une bouche sombre dans la colline qui semblait engloutir la lumière du matin. Les aboiements de Léo atteignirent une nouvelle intensité, résonnant contre la paroi rocheuse. Il courait jusqu'à l'entrée de la grotte, revenait vers Pierre, puis retournait à la grotte. Un signe clair qu'il voulait que Pierre le suive. Mais il n'entrait pas seul, attendant son compagnon humain avec une anxiété presque humaine. Pierre s'approcha prudemment, ses années d'expérience en investigation le rendant méfiant des espaces sombres et confinés. L'entrée de la grotte était plus grande qu'elle ne l'avait d'abord paru, assez haute pour y tenir debout. Des marques fraîches dans la boue autour de l'entrée attirèrent son œil exercé. Quelqu'un était venu ici récemment, et en hâte. Alors qu'il se tenait au seuil de la grotte, Pierre sentit le poids de la décision peser sur lui. Chaque instinct de ses jours de policier criait la prudence. Mais le comportement de Léo suggérait l'urgence.
Quelque chose, ou quelqu'un, avait besoin d'aide, et le temps pouvait manquer. En cet instant, alors que le soleil matinal perçait enfin à travers les arbres derrière eux, Pierre prit une décision qui allait changer non seulement sa vie, mais celle de tous à Boisvert. Le faisceau de la lampe de poche de Pierre trancha l'obscurité, révélant des parois de pierre brute luisantes d'humidité. L'air se refroidit à mesure qu'ils s'enfonçaient, le bruit de leurs pas résonnant de manière inquiétante. Léo ouvrait la voie, son pelage doré paraissant presque argenté sous la lumière artificielle, ses mouvements déterminés et résolus. La première chose qu'ils découvrirent fut un sac à dos d'enfant, petit et rose, abandonné près d'un coude dans le tunnel. Le pouls de Pierre s'accéléra tandis qu'il l'examinait. Le tissu était encore humide de la rosée matinale, pas de l'humidité de la grotte. Quelqu'un l'avait laissé tomber récemment. À l'intérieur, il trouva une carte d'identité scolaire. Élise Lisa Garnier, école primaire de Boisvert. Le nom le frappa comme un coup physique. Garnier. Le même nom de famille que Marc Garnier, l'un des entrepreneurs morts dans un accident suspect, après avoir parlé à Pierre de la corruption dans les appels d'offres de construction. La coïncidence ne pouvait être fortuite. Mais avant qu'il ne puisse digérer cette révélation, un son résonna dans la grotte, un sanglot étouffé. Les oreilles de Léo se dressèrent, et il s'élança dans l'obscurité. Pierre le suivit, l'esprit en ébullition. Les Garnier avaient disparu de Boisvert peu après la mort de Marc, prétendument partis pour Paris. Pourtant, voilà leur fille, dans une grotte à la lisière de la ville, visiblement terrifiée. Ils la trouvèrent recroquevillée dans une petite alcôve, les bras serrés autour de ses genoux. Lisa Garnier avait les cheveux noirs de son père et les traits délicats de sa mère, et ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance lorsque le faisceau de la lampe éclaira son visage. « Détective Dubois », murmura-t-elle, la voix tremblante. Le fait qu'elle le reconnaisse, qu'elle connaisse son ancien titre, en disait long. Mais avant que Pierre ne puisse poser de questions, Léo prit les choses en main. Le chien s'approcha lentement de Lisa, la queue remuant doucement, toute urgence remplacée par une tendresse prudente. Il s'allongea à côté d'elle, offrant une chaleur réconfortante, et la fillette enfouit instinctivement ses doigts dans son pelage. « Tu es en sécurité maintenant », lui assura Pierre, restant à distance pour ne pas l'effrayer davantage. « Peux-tu me dire ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu ici ?» Mais les yeux de Lisa se tournèrent avec crainte vers les ombres plus profondes de la grotte, et elle secoua la tête avec véhémence. C'est alors que Pierre remarqua sa cheville, enflée et contusionnée. Elle avait essayé de l'envelopper avec sa chaussette, mais le bandage improvisé était insuffisant. « Je suis tombée », expliqua-t-elle, suivant son regard, en courant. « Il me poursuivait. Et je me souviens que papa parlait de cet endroit. Il disait que s'il arrivait quelque chose... » Sa voix se brisa, alors qu'un nouveau bruit résonnait dans la grotte, des voix lointaines et des pas. Le visage de Lisa blêmit de terreur, et Léo se plaça immédiatement en position protectrice, entre elle et l'entrée du tunnel. Les poils du chien se hérissèrent, et un grognement sourd gronda dans sa gorge. Ce n'était pas le son qu'il émettait pour des menaces anodines. Pierre avait quelques secondes pour décider. La fillette fuyait clairement quelque chose de grave, quelque chose lié à la mort de son père et à la corruption que Pierre avait tenté de dévoiler. Les voix se rapprochaient, et la grotte offrait peu d'options pour s'échapper ou se cacher. Alors qu'un autre sanglot échappait à Lisa, Pierre prit sa décision. Il éteignit la lampe, les plongeant dans l'obscurité, et se positionna pour protéger à la fois Lisa et Léo avec son corps. Quoi qu'il vienne par ce tunnel, quelles que soient les forces sombres qui avaient poussé cet enfant à chercher refuge dans une grotte, elles devraient passer par lui d'abord. Les pas qui approchaient se firent plus forts, accompagnés du faisceau d'une autre lampe dansant sur les parois de la grotte. Dans l'obscurité tendue, Pierre sentit la présence solide de Léo contre sa jambe, entendit la respiration effrayée de Lisa, et sut avec une certitude absolue que sa vie allait devenir infiniment plus compliquée. Mais pour la première fois en 5 ans,
il ressentit cette montée familière de détermination qui l'avait poussé à devenir détective. Le besoin de protéger les innocents et de révéler la vérité, quel qu'en soit le prix. Léo et Lisa vous émeuvent. Partagez vos pensées en commentaire et donnez-leur un cœur. Les pas qui approchaient résonnaient dans le tunnel de la grotte, devenant plus forts à chaque seconde. L'esprit de Pierre analysait frénétiquement ses options, limité par la blessure de Lisa dans l'espace confiné de la grotte. Le faisceau d'une lampe dansait sur les murs, accompagné de voix qui semblaient étrangement familières. Puis la tempête frappa. Le grondement du tonnerre résonna dans le réseau de grottes, suivi du rugissement immistakable de la pluie torrentielle. Une rafale de vent hurla à travers le tunnel, portant avec elle l'odeur de la terre humide et d'un désastre imminent. Pierre pouvait entendre les arbres craquer dangereusement à l'extérieur. « Il faut aller plus loin », murmura-t-il à Lisa, mais elle secoua la tête avec vigueur, des larmes coulant sur son visage. Léo se pressa contre elle, offrant un réconfort silencieux. Le comportement du chien avait encore changé, son agressivité précédente remplacée par une sollicitude protectrice. La température de la grotte chuta soudainement alors que la tempête s'intensifiait. L'eau commença à ruisseler le long des murs et le bruit de l'eau courante quelque part plus loin dans le réseau de grottes se fit plus prononcé. Ils étaient effectivement coincés entre la menace qui approchait et le système de grottes potentiellement inondé. La cheville de Lisa avait enflé de manière significative, prenant une teinte violette inquiétante. Elle tenta de se lever, mais s'effondra avec un gémissement. Pierre retira rapidement sa veste, l'enroulant autour de ses épaules tremblantes. La terreur de la fillette semblait croître à chaque pas qui se rapprochait, mais il y avait autre chose dans son expression, de la reconnaissance. À travers le chaos de la tempête, les voix devinrent plus nettes, un homme et une femme, leur ton urgent, mais pas menaçant. Les oreilles de Léo se dressèrent, sa queue remuant timidement. Avant que Pierre ne puisse analyser ce changement dans le comportement du chien, deux silhouettes émergèrent du tunnel. Antoine et Marie Garnier se tenaient devant eux, ne ressemblant en rien à la veuve éplorée et au beau-frère qui avait quitté la ville 5 ans auparavant. Leurs vêtements coûteux étaient souillés de boue, leurs visages marqués par l'épuisement et la peur. Marie cria en voyant sa fille, se précipitant vers elle, mais fut arrêtée par la posture protectrice de Pierre. « Reculez !» ordonna Pierre, sa voix portant l'autorité de son ancien poste. « Lisa a peur de vous, et je dois comprendre pourquoi. » Antoine leva lentement la main, son expression mêlant honte et désespoir. « S'il vous plaît, » supplia Marie, la voix brisée. « Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas nous qu'elle fuit. » Comme pour ponctuer ces mots, un autre bruit résonna dans la grotte. Lointain, mais distinct. Des pas, plusieurs paires, accompagnés du cliquetis métallique d'armes qu'on préparait. La tempête dehors atteignit son paroxysme, et un fracas massif indiqua qu'un arbre était tombé près de l'entrée de la grotte. Ils étaient désormais enfermés, piégés avec des gens dont Pierre n'était pas sûr de pouvoir faire confiance, tandis que des menaces inconnues approchèrent depuis l'obscurité. Lisa serra plus fort le plage de Léo, son petit corps tremblant. « Détective Dubois », dit Antoine calmement, utilisant l'ancien titre de Pierre avec un respect délibéré. « Ce que je vais vous dire expliquera tout. Pourquoi Marc est mort? Pourquoi vous avez été piégé? Pourquoi nous avons disparu? Mais d'abord, nous devons aller plus loin dans la grotte. Ils arrivent, et ils n'auront aucune pitié, pas même pour une enfant. » L'urgence dans sa voix était sincère, mais Pierre avait appris à ne pas faire confiance facilement. Cependant, la posture détendue de Léo auprès de Lisa suggérait que le chien ne percevait aucune menace immédiate de la part de ses parents. Un autre coup de tonnerre prit la décision pour eux. Rester près de l'entrée n'était plus une option. « Montrez le chemin », concéda Pierre, prenant Lisa dans ses bras malgré sa résistance initiale. « Mais sachez ceci. Au moindre signe de trahison, Léo ne sera pas aussi indulgent que moi. » Le chien grogna doucement, comme pour souligner ses paroles. Alors qu'il s'enfonçait dans le réseau de grottes,
Les bruits de la tempête s'éloignèrent, remplacés par le goutte à goutte constant de l'eau et l'écho de leurs pas. Pierre ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'ils avançaient vers quelque chose de bien plus grand qu'une dispute familiale ou une corruption locale. Le poids de Lisa dans ses bras, la présence de Léo à ses côtés et le comportement mystérieux des garniers suggéraient tous que cette grotte renfermait des secrets qui ébranleraient Boisvert jusqu'à ses fondations. Antoine les guida plus profondément dans le réseau de grottes, naviguant dans les tunnels avec une familiarité qui alimenta les soupçons de Pierre. Ils débouchèrent dans une grande salle où la lueur bleue douce des lumières de secours révélait des provisions de camping et ce qui semblait être du matériel de surveillance. Ce n'était pas une rencontre fortuite. La grotte avait été préparée. Il y a 5 ans, commença Antoine, aidant Pierre à installer Lisa sur un lit de camp. Marc a découvert quelque chose bien plus grand que la manipulation des appels d'offres. Les contrats, le trafic de drogue, ce n'était que la surface. Sa main tremblait, alors qu'il sortait un ordinateur portable d'un étui étanche. Nous avons trouvé des preuves de traite humaine, de blanchiment d'argent international et de liens avec des hauts fonctionnaires. Marie s'agenouilla près de sa fille, essayant d'examiner sa cheville, mais Lisa se recula. « Ma chérie, s'il te plaît, » murmura-t-elle. « Nous n'avons jamais voulu t'abandonner, mais après qu'ils ont tué ton père. » Sa voix se brisa. Léo se plaça entre elles, sa présence comblant en quelque sorte le fossé de méfiance. L'écran de l'ordinateur s'alluma, affichant des registres financiers, des photographies et des documents qui coupèrent le souffle de Pierre. Il reconnut des noms, pas seulement des officiels locaux, mais des sénateurs départementaux, des juges fédéraux, même des membres de la gendarmerie. Le réseau de corruption était vaste, s'étendant bien au-delà de Boisvert. « Marc a tout copié, » poursuivit Antoine. « Il m'a donné un ensemble de preuves avant que... » Il déglutit péniblement. Ils ont fait passer sa mort pour un accident. Mais Lisa a vu quelque chose cette nuit-là. Elle était censée dormir, mais elle a été témoin. Il ne put finir sa phrase. Marie prit le relais, sa voix ferme malgré ses larmes. Nous devions disparaître. Le programme de protection des témoins de la gendarmerie était compromis. Nous ne pouvions faire confiance à personne. Alors nous avons simulé notre déménagement à Paris, mais sommes restés cachés, rassemblant plus de preuves, attendant le bon moment. Lisa prit soudain la parole, sa voix faible mais claire. Je les ai entendus hier soir. Ils disaient qu'ils nous avaient retrouvés. Ils allaient régler les derniers détails, comme avec papa. Alors j'ai fui. Je me souvenais que papa m'avait montré cette grotte une fois, disant que c'était un endroit sûr. L'esprit de Pierre s'emballa, reliant les points de sa propre enquête. Les projets de construction. Ils ne servaient pas seulement au blanchiment d'argent. Les nouveaux bâtiments, les rénovations. Ses yeux s'écarquillèrent de réalisation. Ils créaient une infrastructure pour leurs opérations. Contrats pénitentiaires, aéroports privés, installations d'expédition. Un bruit résonna depuis le tunnel d'où ils étaient bienvenus. Des pas, plusieurs paires, se rapprochant. Les oreilles de Léo se couchèrent, un grognement sourd grondant dans sa poitrine. Antoine ferma rapidement l'ordinateur, le glissant dans un sac à dos. « Il y a une autre sortie », murmura-t-il avec urgence, « par les anciens tunnels miniers. » Mais Pierre hésita. « Si nous y arrivons, ces preuves pourraient laver votre nom. Mais d'abord, nous devons survivre à l'heure qui vient. » Les pas se rapprochèrent. Marie serra Lisa contre elle de manière protectrice, tandis que Pierre et Léo prenaient des positions défensives. Les lumières de secours projetaient de longues ombres sur les parois de la grotte, et le bruit de la tempête dehors s'était réduit à un grondement lointain. À cet instant, Pierre réalisa la véritable portée de ce qui se passait. Il ne s'agissait plus seulement de sa rédemption. Il s'agissait de dévoiler une corruption si profonde qu'elle menaçait les fondements mêmes de la justice. Et d'une manière ou d'une autre, le destin l'avait réuni. Un détective déchu, une petite fille effrayée, ses parents désespérés et un chien fidèle, dans cette grotte comme dernier rempart contre un mal puissant. Les pas qui approchaient s'arrêtèrent, et une voix s'éleva. Une voix
qui glaça le sang de Pierre. « Sors du bois. Pensais-tu vraiment qu'on ne te trouverait pas? Après toutes ces années, tu essaies encore de jouer les héros. » C'était Julien Lefebvre, son ancien partenaire, l'homme qui l'avait trahi. Le grognement de Léo s'intensifia, et Pierre posa une main apaisante sur sa tête. Dans la lueur bleue des lumières de secours, il pouvait voir la peur sur le visage de Lisa, la détermination dans la posture d'Antoine, la fureur protectrice dans les yeux de Marie. Quoi qu'ils viennent par ce tunnel, ils l'affronteraient ensemble. La vérité était restée enfouie dans l'obscurité trop longtemps. Il était temps de la ramener à la lumière. Cette tension vous tient en haleine. Laissez un cœur et un mot en commentaire pour nous le dire. La salle plongea dans l'obscurité lorsqu'Antoine éteignit rapidement les lumières de secours. Dans le noir absolu, le bruit de la respiration et le grognement sourd de Léo semblaient amplifiés. Pierre sentit la petite main de Lisa agripper sa manche, son tremblement à peine perceptible, mais bien présent. « Dubois !» La voix de Lefebvre résonna à nouveau. « Réfléchis. Tout ce pour quoi tu as travaillé pourrait être à toi de nouveau. Ton insigne, ta réputation, ta famille. Un simple choix. » Les pas se rapprochèrent, accompagnés du léger frottement des armes contre la pierre. Antoine murmura avec urgence. « Il y a un passage étroit derrière le mur nord. Il mène aux anciens tunnels miniers. Si nous pouvons l'atteindre... » Sa voix s'éteignit, alors qu'un faisceau de lumière balaya le tunnel principal. Pierre distingua au moins 4 ombres distinctes, avançant vers eux. Lefebvre poursuivit son assaut psychologique. « Tu sais ce qui arrive à ceux qui ne coopèrent pas. Marc Garnier l'a appris à ses dépens. Veux-tu vraiment faire subir plus de traumatismes à sa fille ?» Les mots frappèrent Lisa comme un coup physique. Pierre sentit son sursaut. La voix de Marie s'éleva en un chuchotement féroce. « S'il arrive quoi que ce soit, prends Lisa et cours. Les preuves dans ce sac à dos, elles valent qu'on meure pour elles. » La fermeté maternelle dans son ton n'admettait aucune discussion. Léo se pressa contre Lisa de manière protectrice, comprenant la gravité du moment. L'esprit de Pierre analysait frénétiquement leurs options. Le passage étroit mentionné par Antoine serait exigu, en file indienne seulement. Il serait vulnérable pendant la transition, mais rester sur place signifiait une capture certaine, ou pire. Ces années d'entraînement tactique s'activèrent, évaluant les angles, le timing, les distractions possibles. Un caillou roula sur le sol de la grotte, alors qu'un membre de l'équipe de Lefebvre se rapprochait. Dernière chance, Dubois. Pense à Lucas. Ne voudrait-il pas retrouver son père? Toute cette honte, toutes ces années à croire que son père était corrompu. Nous pouvons réparer ça. La mention de son fils le piqua au vif, mais elle cristallisa aussi quelque chose dans l'esprit de Pierre. C'était pour cela qu'il s'était dressé contre la corruption en premier lieu, pour créer un monde où des enfants comme Lucas, comme Lisa, pourraient grandir en croyant en la justice. « Ils gagnent du temps », souffla Antoine. « La tempête couvre l'arrivée de leur renfort. Nous avons quelques minutes au mieux. » Comme pour confirmer ces mots, le son lointain des rotors d'un hélicoptère devint à peine audible par-dessus la tempête. À cet instant, Léo prit une décision pour eux. Le chien bondit soudain en avant, aboyant furieusement, créant des échos qui rebondissaient sur chaque paroi. Le vacarme soudain fut désorientant, surtout dans l'obscurité. L'équipe de Lefebvre tira instinctivement plusieurs coups, mais dans le chaos, ils ne touchèrent rien. Pierre saisit l'instant. « Maintenant !» siffla-t-il, guidant Lisa et Marie vers le passage caché, tandis que les aboiements de Léo couvrirent leurs mouvements. Antoine sortit un petit appareil de sa poche, un détonateur à distance. « De petites charges », expliqua-t-il rapidement. « Juste assez pour sceller le tunnel derrière nous. » Le bruit de l'hélicoptère se fit plus fort, alors qu'ils atteignaient l'entrée du passage. La voix de Lefebvre devint désespérée. « Ils bougent! Ne les laissez pas atteindre le mur nord. » Mais l'assaut continu de Léo les clouait sur place, incapables d'avancer, sans risquer de toucher leurs propres hommes dans l'obscurité. Juste au moment où le premier membre de l'équipe de Lefebvre reprenait ses esprits, Pierre fit passer le dernier de leur groupe dans le passage.
Antoine appuya sur le détonateur. L'explosion contrôlée n'était pas massive, mais elle fit tomber assez de roches pour sceller leur voie de fuite. À travers la poussière qui retombait, ils entendirent les ordres furieux de Lefebvre et l'impact inutile des balles contre la pierre. Mais ils n'étaient pas encore en sécurité. Le passage était étroit et traître, leur seule lumière venant désormais de la petite lampe de secours d'Antoine. Léo se faufila pour prendre la tête, son pelage doré couvert de poussière, mais sa détermination intacte. Derrière eux, les bruits de leurs poursuivants s'étaient atténués, mais les vibrations à travers la pierre suggéraient qu'ils cherchaient une autre entrée. Alors qu'ils avançaient plus profondément dans le cœur de la montagne, Pierre ne pouvait se débarrasser du sentiment que ce n'était pas qu'une fuite. C'était un voyage vers la vérité, vers la justice, vers la rédemption. Mais le coût de ce voyage restait inconnu, et les ombres devant eux renfermaient des secrets qui les mettraient tous à l'épreuve. Les tunnels miniers serpentaient plus profondément dans la montagne, chaque tournant révélant de nouveaux défis. La cheville blessée de Lisa imposait des arrêts fréquents, chaque pause emplie des sons lointains de leurs poursuivants, cherchant une autre entrée. La dynamique du groupe avait évolué, passant d'étrangers, liés par les circonstances, à des alliés unis par la survie. Lors d'une de ces pauses, Antoine partagea plus de détails. Après la mort de Marc, nous avons découvert qu'il construisait un dossier depuis des années. Les contrats de construction n'étaient qu'une façade. Ils bâtissent un réseau, des routes de traite humaines déguisées en développements commerciaux, des laboratoires de drogue dans des mines abandonnées, du blanchiment d'argent via des entreprises légitimes. Marie berçait Lisa, qui avait enfin permis le contact de sa mère. « Votre enquête s'est trop approchée, Pierre. Ils ne vous ont pas juste piégé. Ils ont fait de vous un exemple. Quiconque remettait en question les contrats, les accidents étranges, les disparitions, ils murmuraient votre nom comme un avertissement. » Léo se tendit soudain, les oreilles en avant. Le comportement du chien était devenu leur système d'alerte précoce, plus fiable que n'importe quelle technologie. Quelques secondes plus tard, ils entendirent des roches bouger quelque part au-dessus d'eux. L'équipe de Lefebvre tentait d'accéder au tunnel par une autre entrée. « Les preuves, » continua Antoine avec urgence, tapotant le sac à dos, « ce ne sont pas juste des documents. Il y a des preuves de réunion, des comptes offshore, des vidéos d'eux discutant de leurs opérations. Marc avait caché des caméras partout. Il savait qu'il finirait par le tuer. Il voulait s'assurer que sa mort ne soit pas vaine. » Lisa parle, sa voix faible mais ferme. « Papa m'a montré cet endroit l'été dernier. Il disait que s'il arrivait quelque chose, la grotte me protégerait. Je pensais qu'il parlait de se cacher, mais... » Elle regarda les murs avec insistance. « Il y a plus ici, n'est-ce pas ?» Pierre examina leur environnement avec un regard neuf. Les parois du tunnel n'étaient pas entièrement naturelles. De subtiles marques d'outils suggéraient une modification minutieuse. Marc ne cachait pas seulement des preuves, réalisa-t-il. Il construisait une sécurité. Ces tunnels, les lumières de secours, les provisions, il créait un moyen de tout exposer. Marie hocha la tête sombrement. Le réseau de grottes est relié à une ancienne presse à journaux que Marc a achetée via des sociétés écrans. Si nous pouvons l'atteindre, nous pouvons tout imprimer, inonder la ville de preuves. Ils ne pourront pas faire taire des milliers de copies. Le bruit des roches qui bougeaient se rapprocha. Léo grogna doucement, se plaçant entre le bruit et Lisa. La loyauté du chien était devenue leur boussole morale, protégeant les innocents, s'opposant aux menaces, offrant du réconfort dans l'obscurité. « Il faut bouger », pressa Antoine. Le tunnel principal se divise devant. Un chemin mène à la presse, l'autre à une sortie de secours près de l'autoroute départementale. Une fois les preuves imprimées, nous devrons les transmettre à quelqu'un qui pourra agir. Pierre pensa à Sophie Martin, la journaliste qui avait douté de sa culpabilité. Elle avait été réduite au silence, mais pas brisée. Son nouveau journal était peut-être petit, mais sa distance de Boisvert le rendait plus sûr. « Je connais quelqu'un, » dit-il. « Mais d'abord, nous devons survivre à cette grotte. » Leur pause terminée,
Ils reprirent leur marche. Lisa insista pour marcher malgré sa cheville, soutenue par sa mère. Pierre et Léo prirent la tête, tandis qu'Antoine gardait leurs arrières. Le poids de ce qu'ils portaient, pas seulement des preuves, mais l'espoir de justice, semblait alourdir l'air. Le tunnel devant eux brillait faiblement, une autre lumière de secours marquant une jonction cruciale. En approchant, Pierre sentit Léo se tendre à ses côtés. La réaction du chien précéda d'une seconde le bruit qu'ils entendirent, des voix devant, se rapprochant. Ils étaient piégés entre deux groupes de poursuivants dans un labyrinthe de tunnels conçu pour la vérité, mais assistant maintenant à un combat désespéré pour la survie. Les preuves qu'ils portaient pouvaient révéler des décennies de corruption, mais seulement s'ils trouvaient un moyen de traverser l'obscurité, littérale et métaphorique. En cet instant, Pierre regarda ses compagnons. Une fille courageuse qui avait fui dans l'obscurité, plutôt que de vivre avec des mensonges. Des parents qui avaient tout sacrifié pour protéger la vérité. Et un chien fidèle qui l'avait conduit à ce moment de vérité. Le chemin devant était incertain, mais le choix était clair. Parfois, réalisa-t-il, la rédemption ne vient pas de laver son nom, mais de défendre ce qui est juste, quel qu'en soit le coût. La jonction de la caverne se dressait devant eux, ces trois chemins divergents offrant à la fois espoir et danger potentiel. Les bruits de la poursuite venaient maintenant de deux directions, l'équipe de Lefebvre derrière eux et des forces inconnues devant. La lumière de secours projetait des ombres dures sur leurs visages, alors qu'ils se serraient les uns contre les autres, le temps s'écoulant avec chaque pas résonnant. « Il nous faut une diversion », murmura Pierre, son entraînement tactique refaisant surface. « Quelque chose pour les éloigner de la presse. » Ses yeux croisèrent ceux de Léo, et le regard inébranlable du chien montra une compréhension totale. Avant que quiconque ne puisse objecter, Léo s'élança dans le tunnel le plus à droite, ses aboiements résonnant délibérément. « Non !» Le murmure désespéré de Lisa trancha l'obscurité. Elle tenta de le suivre, mais Pierre la retint. Les bruits de la poursuite changèrent immédiatement, leurs chasseurs mordant à l'hameçon, suivant le chien qu'ils pensaient les mener à leur proie. La douleur dans la poitrine de Pierre était physique, alors que les aboiements de Léo s'éloignaient. Antoine déplia rapidement une carte usée. « La presse est par le tunnel de gauche. La sortie de secours est tout droit. Nous devons nous séparer. » Les implications pesaient lourd dans l'air. Se séparer signifiait que certains pourraient survivre, tandis que d'autres... Il laissa la pensée inachevée. Soudain, des coups de feu éclatèrent depuis le tunnel de droite. Les détonations aiguës résonnèrent dans le réseau de grottes, suivies d'un jappement qui glaça le sang de Pierre. Lisa cria, le son étouffé par la main de sa mère. Le silence qui suivit fut assourdissant. « Il nous fait gagner du temps », dit Marie fermement, bien que des larmes coulèrent sur son visage. « Nous ne pouvons pas le gâcher. » Elle avait raison, mais le coup semblait insupportable. L'esprit de Pierre s'emballa avec des souvenirs de chaque moment où Léo avait été à ses côtés durant ses jours les plus sombres. D'autres pas approchèrent depuis le tunnel arrière. Ils avaient quelques secondes pour décider. Antoine tendit le sac à dos à Pierre. « Prends Lisa. Va à la presse. Marie et moi irons à la sortie de secours. Nous les détournerons. Une fois que c'est imprimé, mets-la en sécurité. »« Non !» Lisa s'agrippa à ses parents. « S'il vous plaît, pas encore. »« Ne me laissez pas encore. » La douleur brute dans sa voix résonna sur les parois de Pierre. Marie s'agenouilla devant sa fille, essuyant les larmes de son petit visage. « Ma chérie, regarde-moi. Ton père est mort en protégeant la vérité. Nous l'honorons en finissant ce qu'il a commencé. Le détective Dubois te gardera en sécurité, comme Léo l'a fait. » Elle pressa un baiser sur le front de Lisa, ses propres larmes coulant librement. L'instant fut brisé par une nouvelle salve de coups de feu, plus proche cette fois. Antoine et Marie échangèrent un dernier regard, avant de s'élancer dans le tunnel central, leurs pas attirant certains de leurs poursuivants. Pierre souleva Lisa dans ses bras, son petit corps secoué de sanglots silencieux. Ils coururent dans le tunnel de gauche, le sac à dos rebondissant contre le dos de Pierre. Derrière eux, les cris et les tirs créaient une symphonie chaotique de violence.
Le tunnel semblait sans fin, chaque tournant apportant de nouvelles craintes de ce qui pourrait les attendre. Puis, un son traversa le chaos, un aboiement familier, lointain mais immistakable. Léo était vivant, peut-être blessé, mais vivant et toujours en lutte. La tête de Lisa se releva brusquement, l'espoir scintillant dans ses yeux pleins de larmes. En contournant le dernier virage, l'ancienne presse à journaux apparut, sa forme imposante témoignant d'une époque où la vérité s'imprimait en encre et papier. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, un coup de feu retentit, et Pierre sentit une douleur brûlante exploser dans son épaule. Il trébucha, mais ne tomba pas, protégeant Lisa avec son corps, alors qu'il plongeait derrière la presse. À travers le brouillard de la douleur, il vit Julien Lefebvre entrer dans la lueur de la lumière de secours, son arme de service pointée fermement sur eux. « C'est fini, Pierre », lança Lefebvre, sa voix presque triste. « Pensais-tu vraiment qu'un flic fini, une famille en deuil et un bâtard pouvaient démanteler une opération de cette envergure? Regarde ce que ça t'a déjà coûté. Donne-moi le sac à dos, et la petite n'aura pas à perdre quelqu'un d'autre. » Le sang imbibait la chemise de Pierre alors qu'il serrait Lisa contre lui, sentant ses tremblements contre son corps. Le sac à dos, contenant des années de preuves, la clé pour tout révéler, pesait contre son épaule blessée. Au loin, les aboiements de Léo s'étaient tus à nouveau, et les échos des tirs dans les autres tunnels racontaient leur propre histoire tragique. Le moment de vérité était arrivé, payé par le sang et le sacrifice. Mais, en regardant dans les yeux de Lisa, voyant le courage de son père et la détermination de sa mère s'y refléter, Pierre sut qu'il n'avait qu'un seul choix à faire. Le même choix que Marc Garnier avait fait, celui qui avait tout déclenché. Défendre la vérité, quel qu'en soit le coût. Lefebvre avança lentement, ses pas résonnant dans l'espace caverneux. Pense à Lucas, Pierre. Il pourrait retrouver son père. Toutes ces années de honte, à penser que son père était corrompu. Nous pouvons réparer ça. Un simple choix. Sa voix portait une sincérité tordue qui la rendait encore plus glaçante. Derrière la presse, Pierre pouvait sentir le cœur de Lisa battre contre sa poitrine. Son épaule blessée brûlait, le sang trempant sa chemise. L'épreuve dans le sac à dos semblait devenir plus lourde à chaque seconde qui passait. À travers la douleur, son esprit analysait frénétiquement les scénarios, cherchant une issue. Soudain, un nouveau son résonna dans la salle. Le grondement d'une machinerie ancienne qui s'éveillait. Antoine avait mentionné des générateurs de secours, des dispositifs de sécurité mis en place par Marc. La presse commença à vibrer, ses engrenages grinçant après des années d'inutilisation. « Tu sais ce qui vient ensuite, Julien », lança Pierre, gagnant du temps. Cette presse est connectée à un système de distribution automatisé. Même si tu nous tues, tu ne pourras pas arrêter ce qui arrive. La vérité ne meurt pas avec le messager. Le rire de Lefebvre fut froid. Tu penses qu'on n'a pas prévu ça? Les sorties sont couvertes. Rien ne quittera cette montagne sans notre permission. Alors, essayons encore. Donne-moi le sac à dos, et peut-être que la petite reverra ses parents. La mention de ses parents fit se raidir Lisa. Au loin, les tirs s'étaient tus, trop silencieux. Les implications pesaient lourd dans l'air. Pierre sentit la petite main de Lisa agripper son bras, son contact l'ancrant dans l'instant. Puis, ils l'entendirent. Un aboiement, lointain, mais se rapprochant. La voix de Léo résonna dans les tunnels, accompagnée de cris de confusion et de peur. Le chien ne se contentait pas de survivre. Il ramenait quelque chose vers eux. Le calme de Lefebvre se fissura légèrement. Ce maudit chien devrait être mort, parla-t-il avec urgence dans sa radio, mais ne reçut que des parasites. La machinerie de la presse interférait avec leur communication. Les aboiements se firent plus forts, plus urgents. Lefebvre se tourna légèrement vers le son, et c'est alors que Lisa agit. Dans un mouvement qui aurait rendu son père fier, elle attrapa le sac à dos et courut vers le panneau de contrôle de la presse. Lefebvre tourna son arme vers elle, mais Pierre était déjà en mouvement. Malgré son épaule blessée, Pierre plaqua son ancien partenaire. Ils s'écrasèrent au sol, l'arme glissant sur le sol de Pierre.
Des années de trahison et de colère alimentèrent leur lutte, chaque coup portant le poids d'une confiance brisée et de vie détruite. La presse rugit à pleine puissance, son tonnerre rythmique emplissant la salle. Lisa avait atteint le panneau de contrôle, ses petits doigts volant sur les boutons comme son père le lui avait appris. Les pages commencèrent à couler, l'épreuve prenant vie à des centaines de feuilles par minute. Lefebvre parvint à asséner un coup solide à l'épaule blessée de Pierre, lui arrachant un cri de douleur. Mais avant qu'il ne puisse exploiter son avantage, une forme dorée jaillit de l'entrée du tunnel. Léo, le pelage maculé de sang mais les yeux flamboyants de fureur protectrice, se lança sur Lefebvre. L'attaque du chien fut précise, ne visant pas le sang, mais immobilisant Lefebvre, donnant à Pierre le temps de se reprendre. Derrière eux, Lisa insérait des documents dans le système automatisé de la presse, chaque page portant des secrets qui avaient coûté la vie à son père. D'autres pas approchèrent depuis les tunnels, mais ceux-ci étaient différents. Des cris de gendarmerie résonnèrent sur les parois. Antoine et Marie avaient atteint la sortie de secours, avaient trouvé de l'aide. Une vraie aide. Pas les forces corrompues qui avaient protégé l'opération de Lefebvre pendant si longtemps. Alors que les agents fédéraux envahissèrent la salle, Pierre s'affaissa contre la presse. Léo boita jusqu'à son côté. Lisa courut vers eux deux, ses petits bras essayant de les enlacer ensemble. La vérité s'imprimait, désormais instoppable, chaque page témoignant de ceux qui avaient tout sacrifié pour la révéler. Lefebvre gisait menotté, son masque de pouvoir enfin brisé. Mais Pierre ne le regardait plus. Ses yeux étaient fixés sur Lisa, sur Léo, sur les pages coulant de la presse. Parfois, la rédemption ne prend pas la forme qu'on attend. Parfois, elle vient dans les yeux d'une enfant qui croit encore en la justice, dans la loyauté d'un chien qui n'a jamais perdu foi, dans la simple puissance de la vérité enfin libérée. La caverne qui avait contenu tant de secrets était maintenant emplie de lumière, de justice, du début de la guérison. Alors que Léo posait sa tête sur les genoux de Pierre et que Lisa les serrait fort tous les deux, il réalisa que la famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est. Parfois, c'est celle qu'on trouve quand on a le courage de défendre ce qui est juste. L'après-coup de l'incident dans la grotte se déroula comme un rêve fiévreux. La gendarmerie sécurisa la scène, mais la corruption locale était plus profonde qu'on ne l'imaginait. Des preuves clés disparurent de la garde fédérale en quelques heures. Lefebvre, bien que pris en flagrant délit, fut libéré pour un vice de forme. La structure de pouvoir qu'ils avaient de combattu pour exposer travaillait déjà à enterrer la vérité à nouveau. Les blessures de Léo étaient graves, 3 blessures par balle et des saignements internes. Le vétérinaire local refusa de le traiter, prétextant être trop occupé. Pierre dut conduire 2 heures pour trouver une clinique prête à aider. Même alors, le pronostic était réservé. Le chien qui les avait tous sauvés luttait pour sa vie, son pelage doré tranchant sur les bandages médicaux blancs. La famille Garnier fut placée sous protection fédérale, mais pas avant que Lisa ait dû dire au revoir à Léo. Ses larmes tombèrent sur son pelage, alors qu'elle murmurait des promesses de retour. Le chien, malgré sa douleur, tenta de remuer la queue pour elle une dernière fois. Pierre n'avait jamais vu quelque chose d'aussi déchirant. Les preuves imprimées, des milliers de pages détaillant des années de corruption, furent systématiquement discréditées. Les médias locaux, contrôlés par les mêmes forces qu'ils avaient exposées, les dépeignirent comme une vaste supercherie. L'Écho de Boisvert publia des titres remettant en question l'authenticité des documents, suggérant qu'ils avaient été fabriqués par un ex-flic déchu cherchant à se venger. Sophie Martin, la journaliste que Pierre avait contactée, fut retrouvée dans son appartement quelques heures avant de publier son exposé. Le rapport officiel parla de suicide, mais les bleus sur ses poignets racontaient une autre histoire. Sa mort était un message. Il pouvait encore atteindre n'importe qui, faire taire n'importe qui. La corruption riposta avec une férocité inattendue. Le chalet de Pierre fut incendié dans un feu mystérieux. L'assurance refusa de payer, invoquant une police opportunément expirée. Des appels anonymes menacèrent Lucas à Lyon, forçant Claire à les déplacer à nouveau,
éloignant toute chance de réconciliation. Le vieux Jacques, le bibliothécaire qui avait aidé Pierre pendant des années, subit un AVC après avoir été interrogé par la police locale. Le timing n'était pas subtil. Il s'apprêtait à témoigner sur des registres qu'il avait aidé à découvrir. Maintenant, il gisait dans un lit d'hôpital, sa mémoire opportunément fragmentée. L'enquête fédérale stagna, alors que les témoins se rétractaient ou disparaissaient. Chaque revers semblait un coup physique. La vérité qu'ils avaient tant lutté pour exposer était systématiquement démantelée, enfouie sous des couches de bureaucratie et de peur. Le témoignage d'Antoine et Marie fut contesté pour des raisons techniques. Leurs années de clandestinité furent utilisées pour remettre en question leur crédibilité. Le même système qui avait échoué à les protéger utilisait maintenant leur tentative de survie contre eux. Le récit de Lisa fut rejeté comme les souvenirs confus d'une enfant traumatisée. Les services sociaux, corrompus comme tout le reste à Boisvert, commencèrent à faire du bruit sur l'aptitude de ses parents à la garde. La menace de séparation planait au-dessus d'eux comme une épée. À la clinique vétérinaire, l'état de Léo se détériora. Les balles avaient causé plus de dégâts qu'on ne l'avait initialement pensé. Pierre passait ses nuits à dormir sur le sol de la clinique, sa main reposant sur le pelage de Léo, sentant chaque respiration laborieuse. Le chien avait tout donné pour les protéger, et maintenant, il pourrait payer le prix ultime. Le poids de l'échec écrasait Pierre. Il avait cru que révéler la vérité suffirait, mais la corruption était devenue trop profonde, trop enracinée. Le système n'était pas juste brisé. Il travaillait activement à se protéger, écrasant quiconque osait le défier. Chaque nuit, il se souvenait de l'espoir dans les yeux de Lisa lorsqu'ils avaient atteint la presse, de la détermination dans le sacrifice d'Antoine et Marie, de la loyauté inébranlable dans les actions de Léo. Ils avaient tous cru en la justice, en la puissance de la vérité. Maintenant, cette croyance semblait naïve, payée en sang et en larmes. La grotte qui avait porté leurs espoirs de justice était devenue un symbole de leur désespoir. L'obscurité qu'ils avaient combattue pour exposer les avait suivis dans la lumière, plus puissante et insidieuse que jamais. En regardant Léo lutter pour sa vie, Pierre se demandait si certaines vérités étaient trop dangereuses pour être dites, si certaines batailles ne pouvaient être gagnées. Mais dans les profondeurs de ce désespoir, autre chose s'agitait. Les habitants de Boisvert avaient entrevu la vérité, et tous n'étaient pas prêts à détourner le regard. De petits actes de résistance commencèrent à émerger, comme des flammes refusant de s'éteindre. L'histoire n'était pas finie. Elle entrait dans son chapitre le plus sombre, où le vrai courage serait testé face à des obstacles apparemment insurmontables. L'obscurité qui les avait suivis depuis la grotte se manifesta de manière inattendue. Les parents à l'école primaire de Boisvert murmuraient sur une activité accrue de drogue près de l'école, mais les rapports de police ne montraient rien. La construction continuait à un rythme effréné. Chaque nouveau bâtiment, un monument à la victoire de la corruption. La ville se transformait, mais pas comme ils l'avaient espéré. Le soutien communautaire pour Pierre et Léo surprit leurs adversaires. Une collecte de fonds en ligne pour les frais médicaux de Léo devint virale, attirant l'attention des médias nationaux. Les adolescents locaux commencèrent à taguer « Justice pour Marc Garnier » sur les nouveaux chantiers de construction. De petits actes de défi fleurissaient comme des fleurs sauvages à travers le béton. Mais le système riposta plus fort. La clinique vétérinaire traitant Léo reçut des menaces anonymes. Leurs vitres furent brisées, et une nuit, quelqu'un tenta de s'introduire dans la salle de traitement de Léo. Pierre commença à dormir là, avec son arme de service, des cernes sombres s'approfondissant sous ses yeux. Les lettres de Lisa arrivaient quotidiennement à la clinique, chacune disant à Léo de se rétablir, promettant qu'ils seraient bientôt réunis. La foi de l'enfant restait inébranlable, même alors que sa famille faisait face à un harcèlement constant en protection des témoins. Ces dessins de Léo, glissés dans chaque enveloppe, couvraient les murs de la clinique. Lucas finit par contacter Pierre, ayant vu la couverture médiatique de l'incident dans la grotte. Leur première conversation en année fut hésitante, empreinte de douleur tacite.
Mais quand Lucas apprit l'état de Léo, quelque chose changea. « Ce chien a sauvé la réputation de mon père », dit-il à Claire. On ne peut pas juste regarder de loin. La portée de la corruption se révélait de manière cruelle. Le compte bancaire de la collecte fut gelé sous suspicion de fraude. Les journalistes, enquêtant sur la mort de Sophie Martin, voyaient leur carrière systématiquement détruite. Les factures d'hôpital du vieux Jacques doublèrent mystérieusement, menaçant de ruiner sa famille. Antoine et Marie affrontaient leur propre bataille en protection des témoins. Chaque maison sécurisée semblait moins sûre que la précédente. Lisa se réveillait en hurlant de cauchemar, revivant la grotte, manquant Léo, craignant pour ses parents. La protection fédérale promise s'avérait aussi fragile que le givre matinal. La blessure à l'épaule de Pierre s'infecta, un rappel constant de leur épreuve. Le traitement de l'hôpital local était suspectement inadéquat. Chaque pic de fièvre semblait une nouvelle victoire pour ceux qui voulaient les faire taire. Pourtant, ils refusaient de quitter le chevet de Léo. Leur destin était désormais lié. À Boisvert, la fracture s'approfondissait. Certains citoyens, éveillés à la corruption, commencèrent à documenter tout. Activités suspectes, accidents inexpliqués, achats immobiliers mystérieux. D'autres, profitant de la corruption, ou trop effrayés pour résister, se retournaient contre leurs voisins. À travers tout cela, Léo luttait. L'état du chien oscillait entre amélioration et déclin. Chaque jour de combat, le vétérinaire disait que sa volonté de vivre était extraordinaire. Mais même cela pourrait ne pas suffire. Les balles avaient causé trop de dégâts. Les saignements internes difficiles à contrôler. Les petites victoires semblaient creuses. Un juge compatissant accorda une injonction temporaire contre les projets de construction. En quelques heures, la voiture de la fille du juge fut vandalisée. Le message était clair. Il pouvait atteindre n'importe qui, blesser n'importe qui. Le poids de tout cela écrasait Pierre, alors qu'il était assis près du lit de traitement de Léo. La respiration du chien était laborieuse, ses yeux autrefois brillants, ternis par la douleur et les médicaments. Chaque battement de queue semblait coûter plus d'énergie que Léo ne pouvait en donner. Pourtant, il essayait encore, luttait encore. La dernière lettre de Lisa reposait ouverte sur la table de traitement. Son écriture enfantine demandant quand elle pourrait visiter, quand Léo irait mieux, quand tout irait bien à nouveau. L'innocence de ces questions rendait la réalité encore plus déchirante. L'obscurité qu'ils avaient affrontée dans la grotte les avait suivis dans la lumière, se transformant en quelque chose de plus insidieux, une corruption qui n'avait pas besoin d'ombre pour prospérer. Pourtant, en regardant Léo lutter pour guérir, Pierre réalisa que parfois, le plus grand courage ne réside pas dans les moments dramatiques de confrontation, mais dans la détermination silencieuse à continuer de se battre quand tout espoir semble perdu. Dans l'obscurité croissante, de petites lumières scintillaient encore. Les pas hésitants de Lucas vers la réconciliation, les actes discrets de défi de la communauté, la foi inébranlable de Lisa, et surtout, le refus obstiné de Léo d'abandonner. Ces petites flammes ne semblaient peut-être pas grand-chose face à l'obscurité écrasante, mais même la plus petite lumière peut guider le chemin vers la maison. Le tournant vint d'une source inattendue. Claire, l'ex-femme de Pierre, arriva à la clinique vétérinaire un soir pluvieux. Dans ses mains se trouvait une boîte de vieux dossiers, des preuves qu'elle avait secrètement conservées lorsque Pierre avait été piégé. « Je n'ai jamais cru que tu étais corrompu, » dit-elle doucement. « J'avais juste trop peur de rester à tes côtés à l'époque. Je ne ferai plus cette erreur. » Ces dossiers contenaient quelque chose de crucial, un lien entre Lefebvre et une série de comptes offshore. Mais plus important encore, il révélait un nom, le sénateur Guillaume Leroux, l'homme derrière la transformation de Boisvert. Chaque projet de construction, chaque officiel corrompu, chaque témoin réduit au silence menait à son bureau. Lucas arriva le lendemain, apportant sa propre révélation. Travaillant comme stagiaire dans une entreprise technologique à Lyon, il avait analysé les schémas de données dans le développement de Boisvert. Les chantiers de construction ne servaient pas seulement au blanchiment d'argent,
Il créait une infrastructure sophistiquée pour la traite humaine, avec Boisvert comme plaque tournante centrale. Pendant ce temps, l'état de Léo commença à s'améliorer. La guérison du chien coïncida avec une série de tuyaux anonymes aux autorités fédérales. Les preuves qui avaient disparu commencèrent à réapparaître. Les témoins qui s'étaient y rétractés retrouvèrent soudain leur courage. Quelqu'un de puissant changeait de camp. Ce quelqu'un s'avéra être la juge Catherine Moreau, dont la voiture de la fille avait été vandalisée. Plutôt que de se taire, elle avait passé des mois à rassembler des preuves, construisant un dossier que même les officiels corrompus ne pouvaient enterrer. Sa réputation d'intégrité rendait son témoignage inattaquable. Le vieux Jacques, encore en convalescence à l'hôpital, se souvint de quelque chose de crucial. Des années auparavant, Marc Garnier l'avait consulté au sujet de systèmes de tunnels cachés sous Boisvert. Les grottes n'étaient pas naturelles. Elles faisaient partie d'un réseau de chemins de fer clandestins datant de la guerre civile. Marc les avait tous cartographiés. Antoine entra en contact par des canaux sécurisés, révélant la pièce finale. La presse de la grotte n'avait pas seulement produit des preuves. Elle avait imprimé des cartes, des plans détaillés de chaque tunnel, chaque connexion, chaque route secrète utilisée par l'opération de traite. Ils n'avaient vu que la moitié du puzzle. Ces révélations déclenchèrent une réaction en chaîne. Les agents de la gendarmerie, bloqués par des supérieurs corrompus, trouvèrent de nouveaux canaux. Les journalistes réduits au silence trouvèrent des plateformes protégées. La vérité, si longtemps réprimée, commença à s'écouler à travers les fissures du mur de corruption. Les contacts juridiques de Claire, maintenus par sa pratique du droit des affaires, offrirent une autre voie. Les enquêtes internationales sur le blanchiment d'argent se concentrèrent soudain sur les projets de développement de Boisvert. Les comptes offshore utilisés par Lefebvre devinrent un fil qui, une fois tiré, commença à tout démêler. L'analyse de données de Lucas révéla plus encore. Les entreprises de construction, les achats immobiliers, les changements de zonage, ils formaient un schéma prouvant une conception intentionnelle, pas une corruption aléatoire. Ces preuves fournirent le cadre qui reliait les crimes individuels en une conspiration prouvable. Le témoignage de la juge Moreau ouvrit les vannes. D'autres juges, procureurs et officiels, contraints au silence, commencèrent à se manifester. Chaque nouveau témoignage renforçait les autres, créant une fondation trop solide pour être rejeté ou discrédité. Les tunnels souterrains s'avérèrent être la clé. Tout comme ils avaient jadis guidé les gens vers la liberté, ils offraient maintenant une carte de l'esclavage moderne. Chaque projet de construction lié à ces tunnels prenait une nouvelle signification. Les preuves n'étaient pas seulement des papiers et des témoignages. Elles étaient écrites dans la terre elle-même. À mesure que la vérité émergeait, l'espoir aussi. La guérison de Léo s'accéléra, comme si le chien sentait le vent tourner. Sa détermination avait inspiré d'autres, montrant que la loyauté et le courage pouvaient surmonter même la corruption la plus profonde. La lumière pour laquelle ils avaient lutté dans la grotte perçait enfin. Dans la clinique vétérinaire, Pierre regardait sa famille se reformer. Claire organisant les preuves, Lucas analysant les données, Léo se renforçant chaque jour. Les morceaux brisés de sa vie se réalignaient, pas comme avant, mais en quelque chose de nouveau, et peut-être plus fort. La grotte, qui avait semblé leur moment le plus sombre, apparaissait maintenant comme un commencement. Comme l'eau usant la pierre, la vérité creusait de nouveaux canaux, révélant ce qui avait toujours été là, attendant d'être découvert. La véritable histoire n'était pas seulement celle de l'exposition de la corruption. C'était celle de la puissance d'une foi inébranlable en la justice, même quand tout espoir semblait perdu. L'enquête explosa dans les titres nationaux lorsque le sénateur Leroux fut retrouvé mort dans son bureau. Un suicide apparent qui ressemblait trop à celui de Sophie Martin pour être ignoré. Sa note de suicide était une confession détaillée, impliquant des dizaines d'officiels à travers plusieurs départements. Le timing était trop parfait. Sa mort trop commode. Mais elle servit son but. La conspiration commença à se démêler. Lefebvre craqua sous la pression, révélant toute l'ampleur de l'opération. Le réseau de traite avait utilisé l'emplacement de Boisvert.
ses officiels corrompus et sa nouvelle infrastructure pour déplacer des milliers de victimes. Chaque projet de construction avait des chambres cachées reliées au réseau de grottes, créant un réseau souterrain d'horreur. Les Garnier sortirent de la protection des témoins en tant que témoins clés. Le témoignage d'Antoine, combiné aux preuves de Marc, exposa comment l'opération était passée de simple fraude de construction à une traite humaine internationale. Les registres détaillés de Marie sur les menaces et la coercition révélèrent les méthodes utilisées pour faire taire l'opposition. Le rôle de Lisa s'avéra inattendument crucial. Ses souvenirs d'enfance, des conversations entendues, de la documentation minutieuse de son père, comblèrent les lacunes de l'enquête. Son courage à fuir dans la grotte avait non seulement sauvé sa vie, mais avait mis en mouvement les événements qui allaient tout révéler. L'analyse de données de Lucas devint centrale pour la poursuite fédérale. Sa perspective nouvelle aida à identifier des schémas que les enquêteurs chevronnés avaient dit manquer. Travaillant aux côtés de l'équipe juridique de Claire, il construisit un cadre de preuves inattaquable reliant chaque pièce de la conspiration. Les tunnels du chemin de fer clandestin révélèrent plus de secrets. Les équipes de recherche découvrirent des registres remontant à des décennies, montrant comment l'opération de traite avait grandi sous le couvert du développement de Boisvert. Chaque nouvelle découverte renforçait la montagne croissante de preuves contre les conspirateurs. La juge Moreau coordonna avec les autorités internationales, traquant les connexions mondiales du réseau. Les comptes offshore utilisés par Lefebvre menèrent à des opérations plus vastes, dans plusieurs pays. Boisvert n'avait été qu'un centre dans une vaste entreprise criminelle qui était maintenant démantelée. L'histoire de Léo devint un symbole de résistance. Les médias nationaux couvrirent sa guérison, attirant l'attention sur l'enquête plus large. Sa loyauté et son courage, qui avaient failli lui coûter la vie, résonnèrent auprès des gens à travers le pays. Des lettres et du soutien affluèrent de partout, chacune une petite victoire contre la corruption. La communauté commença à guérir. Ceux qui avaient détourné le regard faisaient maintenant face à leur complicité. Ceux qui avaient lutté à petite échelle trouvaient leur voix s'amplifier. Les divisions créées par la corruption se refermaient lentement, alors que la vérité rapprochait les gens. Pierre observait tout cela depuis la clinique vétérinaire, où Léo se renforçait chaque jour. La guérison du chien parallélait la transformation de la ville. Chaque pas que Léo faisait, chaque battement de queue, chaque matin aux yeux brillants, marquait une nouvelle victoire sur l'obscurité qu'ils avaient affrontée. Les preuves dressaient un tableau accablant. Les projets de construction à travers 3 départements avaient été conçus spécifiquement pour la traite. Les sociétés écrans, les officiels corrompus et les témoins menacés avaient créé un réseau de silence qui avait protégé l'opération pendant des années. Les tunnels qui avaient jadis offert l'espoir aux esclaves en fuite avaient été pervertis en canaux d'esclavage moderne. Mais tout comme ils avaient servi la justice autrefois, ils la servaient à nouveau. Cette fois en exposant les crimes plutôt qu'en cachant les chercheurs de liberté. Les enquêteurs internationaux découvrirent des opérations similaires dans d'autres villes, utilisant le modèle de Boisvert. L'exposition créa un effet domino, renversant des entreprises criminelles à travers les frontières. Ce qui avait commencé dans une grotte d'une petite ville ébranlait maintenant des fondations mondiales. Alors que les agents fédéraux procédaient à des arrestations et sécurisaient des preuves, Pierre réalisa que la rédemption vient rarement comme on l'attend. La sienne n'était pas venue en lavant directement son nom, mais en restant fidèle à ses principes, en faisant confiance aux instincts d'un chien sauvé, en croyant au courage d'une jeune fille. La corruption qu'ils avaient combattue n'était pas confinée à Boisvert. C'était un cancer croissant dans l'ombre du progrès lui-même. Mais comme toute ombre, elle ne pouvait survivre lorsqu'elle était pleinement exposée à la lumière. La vérité, une fois libérée, ne pouvait être contenue plus que l'eau coulant à travers le réseau de grottes sous leurs pieds. En fin de compte, la transformation de Boisvert ne vint pas des grands projets de construction qui avaient masqué la corruption, mais des petits actes de courage qui l'avaient exposée. La ville devint une étude de cas en renouveau civique, son histoire enseignée dans les académies de police et les écoles de journalisme à travers le pays. L'enquête fédérale mena à plus de 300 arrestations dans 12 départements. L'effondrement du réseau de traite
libéra des milliers de victimes, dont beaucoup trouvèrent leur voie pour témoigner. Le système corrompu qui avait protégé les criminels pendant des décennies s'effondra sous le poids de preuves irréfutables. Le nom de Pierre fut officiellement blanchi, bien que cela semblât moins important maintenant. Sa rédemption n'était pas venue d'une vindication légale, mais de sa fidélité à ses principes. La communauté qu'il avait autrefois évité le reconnaissait maintenant comme le gardien dont elle avait toujours eu besoin. La guérison de Léo devint un symbole de résilience. Le chien qui avait pris 3 balles pour protéger la vérité et l'innocence rentra chez lui en héros. Son histoire inspira une fondation soutenant les unités K9 et les chiens sauvés, assurant que d'autres compagnons fidèles recevraient les soins nécessaires lorsqu'ils seraient blessés en service. La famille Garnier trouva la paix, bien que pas à Boisvert. Ils s'installèrent dans le nord-ouest de la France, où Lisa pouvait grandir loin des ombres du meurtre de son père. Mais elle n'oublia jamais Léo, lui écrivant des lettres que Pierre lisait à haute voix lors de leur promenade du soir. Lucas revint vivre chez lui, utilisant ses compétences technologiques pour développer un logiciel aidant les forces de l'ordre à traquer les schémas de traite. Travaillant aux côtés de son père, il trouva des réponses aux questions qui avaient hanté son adolescence. Leur relation, autrefois brisée par les mensonges de la corruption, se renforça en luttant pour la vérité. Le cabinet de Claire mit en place une division pro bono dédiée à la représentation des lanceurs d'alerte et des victimes de corruption. Les dossiers qu'elle avait conservés, son acte discret de foi en l'intégrité de Pierre, devinrent un modèle pour protéger des preuves cruciales contre des intérêts puissants. Le courage de la juge Moreau inspira un mouvement au sein du système judiciaire. Son exemple montra que le système, bien que corrompu, pouvait être repris par ceux prêts à tenir bon. Son programme de mentorat pour les jeunes juges mettait l'accent sur le leadership éthique et le courage moral. Le réseau de grottes fut finalement transformé en un site historique. Son double héritage, du chemin de fer clandestin à la lutte moderne contre la traite, servait de puissant rappel que les mêmes passages peuvent mener à la liberté ou à l'asservissement, selon le cœur de ceux qui les contrôlent. Le vieux Jacques retrouva assez de force pour documenter la transformation de la ville. Ces registres méticuleux, combinés aux dernières notes de Sophie Martin, devinrent un livre exposant comment la corruption prend racine dans les petites villes. Il devint une lecture obligatoire dans les programmes de justice pénale. Les projets de construction furent réaffectés. Les bâtiments destinés à cacher la traite devinrent des refuges et des centres de soutien pour les survivants. L'infrastructure du réseau corrompu fut transformée en un système d'espoir et de guérison. Une ironie appropriée que Marc Garnier aurait appréciée. Le commissariat de Boisvert fut reconstruit de zéro, avec des systèmes de supervision et des exigences de transparence qui devinrent un modèle national. La trahison de Lefebvre servit de leçon dans les académies de police, enseignant aux futurs officiers les façons subtiles dont la corruption peut tordre la loyauté. Les promenades quotidiennes de Pierre et Léo incluaient désormais des arrêts pour saluer les voisins qui traversaient autrefois la rue pour les éviter. Les enfants demandaient à caresser le chien héroïque, tandis que leurs parents remerciaient Pierre d'avoir tenu bon quand il ne le pouvait pas. L'isolement du passé avait été remplacé par une véritable communauté. La presse de la grotte fut conservée dans le musée de la ville, aux côtés de copies des preuves qu'elle avait produites. Les groupes de touristes visitèrent la salle, où les preuves d'un père désespéré, le courage d'une enfant, la loyauté d'un chien et la persévérance d'un détective déchu s'étaient combinés pour révéler des décennies de corruption. L'histoire de Boisvert devint plus qu'un récit de corruption exposée. Elle devint un témoignage de la puissance d'une foi inébranlable en la vérité, de la force trouvée dans des alliances improbables, et du courage de tenir bon quand l'obscurité semble écrasante. Parfois, la lumière nécessaire pour dissiper les ombres ne vient pas de grands gestes, mais de la détermination tranquille de ceux qui refusent de détourner le regard. Que pensez-vous du courage de Léo et Lisa? Dites-le nous en commentaire et laissez un cœur pour eux. Des années passèrent, et l'histoire de Boisvert résonna au-delà de ses frontières. La ville devint un symbole de transformation,
prouvant que même la corruption la plus profonde pouvait être déracinée lorsque les gens trouvaient le courage de se tenir ensemble. Chaque année, à l'anniversaire de l'incident dans la grotte, les citoyens se rassemblaient pour se souvenir et renouveler leur engagement envers la vérité. Léo vécut jusqu'à un âge avancé, son pelage doré virant au blanc, mais son esprit restait intact. Les enfants lui apportaient des friandises sur le chemin de l'école, et il accueillait chacun avec la même patience douce qu'il avait montrée à Lisa dans la grotte. Lorsqu'il mourut enfin, toute la ville pleura. Sa statue commémorative se dresse devant le commissariat, rappelant que la loyauté et le courage viennent parfois sur quatre pattes. Lisa grandit pour devenir une jeune femme redoutable, suivant les traces de Sophie Martin en tant que journaliste d'investigation. Sa première grande enquête exposa une opération de traite similaire dans un autre département, utilisant les leçons apprises à Boisvert. Le prix de la presse qu'elle reçut porte le nom de Sophie, une torche passée d'une chercheuse de vérité à une autre. Pierre ne retourna jamais officiellement dans la police, mais son cabinet d'enquête privée se spécialisa dans l'aide aux lanceurs d'alerte et l'exposition de la corruption. Lucas le rejoignit après avoir obtenu son diplôme en développement logiciel, combinant le travail de détective à l'ancienne avec une technologie de pointe. Ensemble, ils bâtirent une réputation pour dévoiler ce que d'autres tentèrent de cacher. L'histoire de la famille Garnier devint une partie de la formation des forces de l'ordre à l'échelle nationale. Le témoignage d'Antoine et Marie sur la corruption des entreprises et l'intimidation des témoins aida à façonner de nouveaux protocoles de protection. Leur expérience montra à quel point les familles pouvaient être vulnérables et combien elles pouvaient devenir résilientes. L'activisme juridique de Claire mena à des lois plus strictes sur la protection des lanceurs d'alerte. La loi Garnier-Dubois assura que ceux qui exposaient à la corruption bénéficieraient d'une protection réelle, pas seulement de promesses sur papier. Elle et Pierre ne se remarièrent jamais, mais ils trouvèrent un partenariat différent dans leur engagement commun pour la justice. L'héritage de la juge Moreau perdura à travers le mouvement de réforme judiciaire qu'elle inspira. Ses bureaux devinrent un lieu de pèlerinage pour les jeunes avocats et juges engagés dans un service éthique. La note qu'elle avait écrite avant sa mort devint un manifeste pour l'intégrité judiciaire. La justice ne repose pas seulement sur les lois, elle repose sur le courage. Le réseau de grottes fut transformé en musée des droits civils, reliant son rôle dans le chemin de fer clandestin à la prévention moderne de la traite humaine. Les visiteurs parcouraient les mêmes tunnels où des esclaves avaient jadis cherché la liberté, où Marc Garnier avait caché des preuves, où une fille effrayée et un chien fidèle avaient changé l'histoire. La transformation de Boisvert prouva que la guérison était possible, même des blessures les plus profondes. L'exemple de la ville inspira d'autres communautés confrontées à des défis similaires. Des communautés à travers le pays demandèrent des conseils pour affronter leurs propres ombres, apprenant que le premier pas vers la lumière est de refuser de prétendre que l'obscurité n'existe pas. Pierre marchait souvent sur les sentiers forestiers avec Lucas, retraçant les pas qu'il avait faits avec Léo ce matin fatidique. Il s'arrêtait à l'entrée de la grotte, maintenant marquée d'une simple plaque « La vérité, comme l'eau, trouve son chemin à travers la pierre ». Les mots semblaient résonner avec les aboiements de Léo, le courage de Lisa et les innombrables sacrifices qui avaient rendu la guérison possible. Le dernier chapitre de l'histoire de Boisvert ne portait pas sur la corruption exposée ou la justice rendue. Il parlait de la manière dont la vérité, une fois libérée, transforme non seulement les systèmes, mais aussi les âmes. Il parlait d'une communauté apprenant que la rédemption ne vient pas en oubliant le passé, mais en l'affrontant honnêtement et en choisissant un avenir différent. En fin de compte, l'héritage le plus puissant n'était pas dans les lois changées ou les criminels condamnés. Il résidait dans les moments tranquilles, un père et un fils reconstruisant la confiance, une communauté affrontant sa complicité, une fille trouvant sa voie, un chien enseignant aux humains la loyauté inébranlable. Ce furent les vraies victoires, non pas sur la corruption, mais sur la peur et l'isolement qu'elle avait engendré. L'obscurité qu'ils avaient affrontée dans la grotte leur avait appris à tous que la lumière ne vient pas toujours comme une explosion soudaine.
Parfois, elle grandit lentement, comme l'aube perçant à travers les pins, comme la confiance se reconstruisant entre père et fils, comme une communauté apprenant à se tenir unie. L'ombre de la corruption avait été profonde, mais la lumière de la vérité s'était révélée plus profonde encore. L'histoire de Boisvert devint non seulement une leçon sur l'exposition de la corruption, mais aussi sur le prix et la puissance de la rédemption. Elle enseigna que parfois, les plus grands actes de courage viennent enveloppés de fourrure, ou dans la détermination d'une enfant, ou dans le fait de tenir bon quand tous les autres détournent le regard. Plus que tout, elle montra que si le mal peut agir dans l'obscurité, la vérité trouve toujours ceux prêts à porter sa lumière. Les visiteurs de Boisvert, aujourd'hui, commandent souvent son atmosphère inhabituelle, non pas celle d'une ville qui a vaincu la corruption, mais d'une communauté qui a appris à chérir la vérité. La grotte qui contenait jadis des secrets contient maintenant de l'espoir, prouvant que même les espaces les plus sombres peuvent devenir des canaux de lumière lorsque des cœurs courageux refusent de se rendre à l'ombre. L'histoire vous a captivé jusqu'ici? Partagez vos impressions en commentaire et ajoutez un cœur pour Pierre et ses alliés. Lorsque j'ai plongé dans l'histoire captivante de Boisvert, j'ai été saisi par une vague d'émotions mêlant admiration, tristesse et espoir. Cette saga, portée par Pierre Dubois, un détective déchu devenu symbole de résilience, Léo, ce chien fidèle au courage inébranlable, et Lisa Garnier, une enfant dont la bravoure dépasse son âge, m'a profondément marqué. Ce qui résonne en moi, c'est cette lutte acharnée contre une corruption tentaculaire, un mal qui gangrène les fondations mêmes de la justice et de la communauté. Pierre, trahi par ceux qu'il considérait comme des frères, n'a jamais baissé les bras. Il a choisi l'intégrité au prix de son insigne, de sa famille et de sa réputation. Une décision qui, en France, évoque les héros discrets de notre histoire. Ceux qui, comme les résistants, ont tenu bon face à l'injustice malgré le coup personnel. Léo, avec sa loyauté pure et instinctive, incarne cet amour inconditionnel que nous, Français, chérissons dans nos compagnons à quatre pattes, un lien presque sacré qui transcende les mots. Quant à Lisa, son courage enfantin, fuyant dans une grotte pour échapper au danger, rappelle ces figures de notre littérature, comme Gavroche dans Les Misérables, où l'innocence devient une force face à l'adversité. Cette histoire n'est pas seulement un récit de rédemption. Elle est un miroir tendu à nos vies, nous interrogeant sur ce que nous sommes prêts à sacrifier pour nos valeurs. Ce qui m'a le plus ému, c'est cette alliance improbable entre un homme brisé, un chien sauvé et une famille déchirée par le deuil. Dans une société française parfois marquée par l'individualisme, Boisvert nous rappelle la puissance de la solidarité. Pierre et Léo, unis par une confiance mutuelle, montrent que les liens les plus forts naissent souvent dans les moments les plus sombres. Les Garnier, prêts à tout risquer pour honorer la mémoire de Marc, soulignent l'importance de la transmission. Un thème cher à notre culture, où l'héritage familial et les leçons du passé façonnent notre avenir. Et puis, il y a cette grotte, un lieu à la fois refuge et champ de bataille, qui m'évoque les cryptes et souterrains de nos vieilles cathédrales, des espaces où se jouent des luttes intérieures et collectives. Cette obscurité, transformée en lumière par la vérité, m'a fait réfléchir à nos propres combats quotidiens. Combien de fois détournons-nous le regard face à une injustice, par peur ou confort? Boisvert m'enseigne que la justice n'est pas un cadeau. Elle se gagne, parfois au prix de sacrifices déchirants. Les leçons que je tire de cette histoire sont multiples et s'appliquent directement à nos vies. D'abord, la persévérance. Pierre n'a jamais abandonné, même quand tout semblait perdu. Dans notre quotidien, que ce soit face à une difficulté professionnelle ou personnelle, cette ténacité est une boussole. En France, où nous valorisons l'élégance de l'esprit autant que celle du geste, persévérer avec dignité, comme Pierre, est une forme d'art. Ensuite, la loyauté, incarnée par Léo, nous pousse à cultiver des relations sincères. À une époque où les réseaux sociaux peuvent diluer les liens, prendre soin de ceux qui nous entourent, comme Léo l'a fait pour Pierre et Lisa,
est un acte révolutionnaire. Enfin, le courage de Lisa m'inspire à agir, même dans la peur. Que ce soit en dénonçant une injustice au travail ou en soutenant une cause dans notre quartier, ce premier pas, aussi tremblant soit-il, peut changer la donne. Boisvert m'a appris que la vérité, comme un bon vin, demande du temps et des soins pour révéler sa puissance. Une métaphore bien française, non? Appliquer ces leçons dans ma vie, c'est choisir de ne pas me taire face à ce qui me révolte, même si ma voix tremble. C'est soutenir mes proches avec une fidélité sans faille, à l'image de Léo, et transmettre à mes enfants, comme les Garnier, l'idée que l'honneur vaut plus que la facilité. En tant que Français, je vois dans cette histoire une ode à notre goût pour la justice sociale, un écho à notre devise: liberté, égalité, fraternité. Elle me pousse à m'engager localement, peut-être en rejoignant une association ou en écoutant davantage ceux qui, comme Pierre, ont été laissés pour compte. Car si Boisvert nous dit quelque chose, c'est que le changement commence par des actes simples, une parole, un geste, une main tendue. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette histoire vous inspire-t-elle autant qu'elle m'a bouleversé? Si oui, je vous invite à liker cette vidéo pour saluer le courage de Pierre, Léo et Lisa. Partagez-la avec vos amis, car la vérité mérite d'être portée loin, comme une flamme dans la nuit. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de ces récits qui réveillent nos consciences. Et surtout, laissez un commentaire. Quel moment vous a le plus touché? Quelle leçon emportez-vous pour votre quotidien? Ensemble, faisons vivre cette histoire, car, comme à Boisvert, chaque voix compte pour faire triompher la lumière.